Avant de démarrer, quand j'ai pitché avec beaucoup de plaisir tout à l'heure, je vous parlais d'agiter à l'échelle. Et donc, du coup, qu'est-ce que vous venez chercher à cette session-là? L'échelle, oui. Les barreaux, peut-être. Par Funbase. Merci. Est-ce qu'il y a autre chose? L'agité authentique? Vous pouvez aussi dire les sièges confortables, hein, je pourrais comprendre, en tout cas. Bon, en tout cas, vous allez voir. Je vais vous apporter ce que je vais vous apporter. Si ça, je crois que ça a coupé. Alors, avant de démarrer, je vais vous raconter l'histoire de cette conférence-là. Cette conférence-là était initialement une volonté de ma part de participer à une autre conférence qui s'avère être en Suisse. Et leur thématique, j'avais vraiment envie de découvrir cette conférence-là et d'y participer en tant que speaker, et leur thématique, c'était l'agiter à l'échelle. Et comme je vous l'ai dit, c'est pas trop le thème que j'aime bien. Et du coup, je me suis posé la question, comment est-ce que je pourrais parler d'agilité à l'échelle sans vraiment parler d'agilité à l'échelle? Et c'est ça le résultat. D'accord? Et donc, ce que je vais vous faire passer, c'est vraiment la réflexion que j'ai eue pour me dire, mais comment est-ce qu'on peut réfléchir au sujet de l'agilité à l'échelle en revenant simplement à l'essentiel que parfois on a laissé filer avec toutes les nouveautés et tout ce qui s'est passé derrière ça. Et au fur et à mesure des discussions que j'ai pu avoir, m'est arrivée une métaphore que je vous présenterai juste après pour les personnes qui ont vu une vidéo, qui était nous on accompagne des équipes et ça va, elles tournent. Ça va, c'est cette expression-là? Les équipes, elles tournent. Et je me suis dit, c'est vachement intéressant parce qu'une équipe qui tourne, c'est exactement la métaphore que moi je pourrais utiliser parce que c'est quelque chose qui est vivant. Quelque chose qui est vivant. C'est pas quelque chose qui marche à un moment donné, maintenant c'est fini et on passe à autre chose. Et donc quand j'ai eu cette métaphore-là en tête, je me suis dit, tiens, c'est marrant, ça me rappelle quelque chose. Et je ne savais pas comment ça s'appelait, je ne sais toujours pas comment ça s'appelle. Et donc j'ai tapé en ligne, truc qui tourne, ou assiette qui tourne. Parce que du coup, vous voyez ce que je veux dire? Assiette qui tourne. Et je me dis, tiens, je vais voir ce sur quoi je tombe comme vidéo. Enfin, comme thème. Et du coup, je suis tombé sur la vidéo que peut-être certains d'entre vous ont commencé à voir. Je vais vous la montrer juste après. Ce sera mon introduction. Je me présente rapidement, parce que j'ai oublié de le faire, donc je vais le faire. Je m'appelle Olivier Mi, donc je suis coach de plein de trucs. Coach dirigeant, coach de coach, coach d'équipe. Depuis 1 an maintenant, je me suis intéressé au monde du podcast. Et donc j'ai lancé un podcast qui s'appelle Change and Chill, où je parle principalement de changement et de parcours de vie. Et donc bien sûr, c'est des invités qui viennent et qui partagent leur parcours de vie. Et j'ai lancé un programme dernièrement qui s'appelle Natural Change Leaders, pour tous les accompagnants, si je puis dire, tous les agents du changement, mais je mets les leaders et les managers dedans, qui parfois se posent des questions sur est-ce que je fais bien mon métier ? Est-ce qu'il y a une bonne manière de faire? Et comment est-ce que, du coup, je peux me réaliser en faisant à ma façon? Toutes ces questions-là, on essaye de l'aborder dans ce programme-là. Je reviens à mes assiettes. Voici le constat que je fais aujourd'hui avec la vidéo que j'ai trouvée en ligne. Donc c'est celle-ci, c'est une vieille émission qui s'appelle Défi de star. D'accord, je ne sais pas si ça parle à quelqu'un. Défi de star, non? Moi non plus, à l'époque. Je vous laisse apprécier la vidéo, essayez donc avec le son qu'il y a là, d'écouter ce qui est dit, et on va discuter de ça. Musique, c'est parti! Dangereux, hein.
ça. Ah, c'est pas mal. Pas mal, là. Attention Stéphane. Faites quelque chose. Stéphane, ça va être à vous, je crois, là. Hein. Oui, j'ai bien peur. On va y arriver, on va y arriver. Et vous avez appris le truc, il y a un truc. Il y a un truc. Il y a de la colle, non? Non, il n'y a pas de colle. Ah, il n'y a pas de colle. C'est seulement avec les mains. Attention, hein, c'est hier quand même. Je crois que vous allez avoir un problème, David Burnett, là. Hop! Ouais! J'adore, ça n'a rien à voir avec le spectacle initial, mais on est content. Bravo, David Burnett, c'est pas mal! C'est même extraordinaire. Je sais pas comment vous faites, mais... Aïe, aïe, aïe. Donc préparez-vous. Jouez encore un peu parce que Stéphane va vous donner une petite leçon, là, David. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Bon. Restez avec nous, quand même. Hein. Ne tombez pas. Vous voyez que ça avait été fait quand même avec beaucoup de spontanéité. Hein. La chance, David. Hein. Attention Stéphane, ça va être à toi. Hein. Quel self-control. Et la dernière. Voilà. Du coup, le titre qu'il a dessous, c'est le coaching agile. Qu'est-ce que vous gardez de cette vidéo? Vous avez entendu hein, au début, je ne sais pas trop comment il fait, c'est dangereux, ou il doit y avoir un truc. Il y a de la colle, il doit y avoir un truc. Mais quoi d'autre? Pardon, vas-y. Oui, c'est ça. Bien, voilà, il y a différentes émotions, en tout cas derrière. Pardon. Alors, je n'arrive pas à trop voir. Ah, c'est bien au fond. On va y arriver, effectivement. Il y a des choses, il y a une possibilité. Alors moi, ce que je vois, hein, pourquoi j'ai fait ça, je ne sais pas si vous vous rappelez, au début, il jouait avec une assiette. Ça n'a aucun sens pour moi, mais par contre, c'est hypnotisant, c'est sympa. Et j'ai l'impression, en fait, parfois qu'on a beaucoup d'outils, de choses comme ça, on les montre comme ça n'a aucun sens. Mais par contre, il y a une excitation du mouvement. Il y a quelque chose qui se passe. Puis après, on commence, on fait tourner des choses, c'est très bien. Et parce qu'on s'ennuie et qu'il faut qu'on produise quelque chose, eh ben, je vais prendre des verres qui n'ont rien à voir. Je vais me mettre devant, je fais un truc, et tout le monde m'acclame, on est content, mais en attendant, derrière, ça continue à tourner. Il y a, en fait, pour moi, un décalage entre ce qu'on cherche à faire passer et la véritable valeur qu'il y a derrière. Mais bien sûr, il y a le coaching agile. Bien sûr, c'est un extrême, quoique. Ce qui est intéressant, c'est ça. Il vient avec ses assiettes, il faut dire dans les yeux depuis tout à l'heure, mais Stéphane, on va se concentrer. Hein. Vous ne laissez pas impressionner par David, il fait ça depuis des années, en fait. C'est un champion. Non, ce qui m'inquiète, c'est que j'ai beaucoup plus d'assiettes que lui. Ça me laisse la chance d'en casser beaucoup plus. Bon, je me mets à l'aise. Mettez-vous à l'aise, Yann. Mesdames, messieurs, encourageons ensemble Stéphane Bern. Il prend beaucoup de risques ce soir, il va se surpasser. Pour vous, il va donner le meilleur de lui-même. Pour vous, il va essayer de faire tourner l'assiette. Déjà, j'ai un problème, c'est que... Et comment vous faisiez, vous? C'est vrai, vous n'êtes pas trop... Vous êtes pas différent. Il me manque quelques centimètres. Bon Stéphane. Non, Stéphane, là, c'est... T'es prêt? Attention, voilà. Attention. Allez, vas-y. Stéphane, ça va être... Non, c'est pas... C'est pas grave, ça compte pas. Ça, on n'a rien vu. Oh. On n'a rien vu, hein, d'ailleurs. Qu'est-ce que vous en gardez? Des assiettes cassées, une appropriation qui est parfois un petit peu maladroite. Pourquoi? Parce que simplement le contexte de la personne qui l'a fait avant n'est pas le même. Ils n'ont déjà pas la même taille. Donc même si on veut faire reproduire le même geste, c'est pas possible, parce que je ne me suis pas adapté à la personne qui est à côté de moi. Et donc du coup, malheureusement, ça casse. Voilà, c'était le plaisir de voir Stéphane Bern. Voilà le constat que je fais aujourd'hui. Vous connaissez le State of Agile? C'est une étude qui a été faite, plutôt américaine,
qui a été reprise par d'autres personnes dernièrement. Et j'ai repris un passage du State of Agile de 2017 à 2023 sur quelles sont les difficultés que l'on a à mettre en œuvre de l'agilité dans les organisations. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on regarde de 2017 à 2023, les 3-4 premiers sont toujours, j'en ai 6, toujours les mêmes. Ce sont la résistance générale au changement, le manque de soutien du management et la culture organisationnelle en contradiction avec les valeurs agiles. Ça fait 10 ans que l'on sait que c'est ça le problème. Et pourtant, qu'est-ce qu'on fait? Pardon? On fait des choses. Bon, en tout cas, je n'ai pas l'impression qu'on adresse ça. Donc du coup, j'attends de voir le 2024, etc., pour voir si ça recommence. Donc la question que je me pose, moi, quand je vois ça, me dit, mais quand je vois ça comme problème, est-ce qu'en fait on a besoin de plus de méthodes et d'outils? Ou est-ce qu'on a besoin de plus d'accompagnement au changement? Et ma réponse est assez claire. Et donc, à partir de ça, ce que je vous propose, c'est qu'on revienne un peu aux bases. Et donc, dans cette présentation, il va y avoir un retour aux bases avec des éléments de théorie d'abord. D'accord ? Je sais qu'il est 16h et quelques. Vous allez voir, ça va être le plus léger possible. Mais c'est nécessaire. Je ne suis pas très bon avec une télécommande. Voilà les 4 thèmes. Premier thème, agile. Ensuite, complexité. Ce ne sera pas trop complexe, ne vous inquiétez pas. Objectif et changement. 4 thèmes qui, pour moi, me paraissent intéressants à garder en tête. Premier, quand on parle d'agilité, de quoi on parle? Souvent, on parle de ça, qui date d'époque et qui nous dit, voilà, X personnes se sont réunies et nous ont dit, c'est ça l'agilité. Et quand on vous présente l'agilité, on vous dit, ce qui est important, c'est ça. Okay? Souvent, on vous le dit, et puis après, on vous dit, maintenant, voilà comment tu vas mettre en œuvre tel truc. D'accord? Mais... En fait, ce qui est intéressant, quand vous regardez ce site-là, vous cliquez sur un lien qui est un peu en bas, qui est l'histoire du Manifeste Agile, si vous n'êtes jamais allé voir. Et j'ai pris un extrait de ce qu'il y a écrit derrière. Donc il y a une personne qui témoigne, qui dit « Je crois que les méthodologistes agiles se préoccupent vraiment des choses molles. À livrer de bons produits aux clients en opérant dans un environnement qui fait plus que parler des gens comme notre plus grande ressource, donc la ressource la plus importante, mais qui agit réellement comme si les gens étaient les plus importants en abandonnant le mot ressources. » Ainsi, en dernière analyse, l'intérêt fulgurant pour les méthodologies agiles et parfois les critiques énormes qu'elles suscitent concernent les choses molles des valeurs et de la culture. Et ce que je trouve intéressant dans cette phrase-là, c'est qu'il y a un mouvement dans la communauté de manière générale l'agilité c'est pour les devs, l'agilité ça doit être technique derrière. On voit que ce n'est pas forcément le cas. Ce que l'agilité essaie d'amener, c'est justement une dimension culturelle. Ce qui ne veut pas dire qu'on délaisse la tech, mais il y a une dimension culturelle qui fait la différence et qui crée un impact. Et du coup, j'ai repris ces éléments-là et j'ai repris quelques principes qui me paraissent importants à garder en tête. Parce que comme vous le savez toutes et tous ici, il y a combien de principes? 4 Non, il y en a 12 effectivement. 12, on ne va pas faire les 12. Je vais juste en reprendre quelques-uns qui reprennent ces éléments-là. Livrer de bons produits aux clients. Il y a le principe numéro 1, si je puis dire, qui est notre plus haute priorité de satisfaire le client. En livrant rapidement et régulièrement des fonctionnalités à grande valeur ajoutée, la grande difficulté des organisations, c'est de savoir c'est qui le client. Un environnement qui agit réellement comme si les gens étaient les plus importants. Principe 5. Et réaliser les projets avec des personnes motivées. En vrai, ça ce serait vrai tout le temps. Mais ce qui est intéressant, c'est fournissez-leur l'environnement et le soutien dont ils ont besoin et faites-leur confiance pour atteindre les objectifs fixés. Chose qui n'est pas si évidente que ça. Et j'en ai rajouté un parce que c'est un de mes préférés. La simplicité, c'est-à-dire l'art de minimiser la quantité de travail inutile est essentiel. Vous saviez que ce n'est pas une bonne traduction, d'ailleurs. Il y en a qui connaissent. La traduction littérale,
c'est l'art de maximiser le travail à ne pas faire. D'accord ? Ce qui est d'ailleurs intéressant en termes de dimension. Et voilà, on va rester sur ces 3 principes-là pour se rappeler que l'agilité au départ, c'est fait pour ça. Petit rappel, Agile, ce n'est pas égal à Scrum. J'en ai un deuxième, à votre avis, c'est lequel ? Ça aurait pu l'être. Plus gros. Bravo. C'est juste un petit rappel, ok ? Complexité. Lorsqu'on parle de complexité, un modèle émerge. C'est celui-ci. Je ne vais pas rentrer en détail, déjà parce qu'il est tard, et qui mérite beaucoup plus de temps pour en discuter. Donc c'est un modèle qui s'appelle Cynefin, je vous ai mis le lien au-dessus, qui grosso modo nous dépeint des domaines de prise de décision basés sur des typologies de problèmes que l'on rencontre. Ce qui nous intéresse, donc il y en a 5 grosso modo, 4 plus 1, mais nous ce qui va nous intéresser, c'est surtout les 2 du haut. Et donc, du coup, je vais juste vous rappeler ce que ça veut dire et pourquoi c'est intéressant. Il y a en haut à droite le domaine du compliqué. Lorsqu'on est dans une entreprise ou une culture du compliqué, voilà ce qui se passe. On est dans la planification et la prédictibilité. Pourquoi ? Parce qu'on pense qu'on peut prédire l'avenir par l'analyse. Mais du coup, si on peut faire ça, ça veut aussi dire que se tromper est un problème. Ce qui est intéressant, parce que du coup, quand on dit toujours le droit à l'erreur, le droit à l'erreur, le droit à l'erreur, quand on est dans une culture qui est comme ça, le droit à l'erreur, il n'y a pas de droit à l'erreur. Et ce n'est pas parce que vous l'imposez que les personnes se permettront. Vous reconnaissez ou pas cette culture-là ? La culture du complexe, c'est autre chose. Quand on réfléchit en complexe, on est plus dans la priorisation et l'adaptabilité. Pourquoi ? Parce que si on ne peut pas savoir avant de faire et qu'on ne sait qu'après avoir fait, on ne pourra jamais savoir si on fait tout ou pas. Donc ce qui est important, c'est de savoir quelle est la bonne chose à faire au bon moment. Et du coup, si je ne sais pas, je vais essayer. Et donc, se tromper fait partie du jeu. Ça veut dire que c'est une option possible. Si vous expérimentez quelque chose et que vous savez qu'une des 2 issues, c'est potentiellement de ne pas avoir raison, c'est OK. D'où la culture de l'expérimentation. Et ce qu'il faut savoir, c'est que plus il y a de variables en jeu, plus on rentre dans le domaine complexe, naturellement. La question qui se pose, c'est que parfois dans notre tête, on a cette envie fulgurante de rester dans le compliqué. Et on va continuer à réfléchir compliqué alors qu'on est dans un domaine de la complexité. Mais ça veut dire quoi en vrai ? Si je commence à rentrer dans le domaine de la complexité, ça veut dire quoi dans ma manière de gérer les choses ? En fait, c'est comme si on jouait au poker. Il y a des joueurs de poker ou pas ici ? Ou joueuses d'ailleurs de poker ? Un petit peu, quelques-uns. Qu'est-ce qu'on fait quand on fait du poker ? On joue avec les jetons, premier aspect. Mais les questions qu'on se pose quand on prend des décisions sont celles-ci. C'est qu'est-ce que je suis prêt à investir pour savoir ? Parce que finalement, ce que je paye, c'est ma capacité à voir le tour suivant. Et donc pour faire ça, il faut bien que je me pose la question, mais qu'est-ce que je suis prêt à perdre pour savoir ? Et du coup, quelle conviction j'ai suffisamment pour me lancer dans le sujet ? C'est ça la complexité. C'est d'accepter qu'il y a une certaine incertitude pour pouvoir investir derrière. Ce qui fait que quand dans une entreprise, on vous demande 1 an à l'avance, quel est le budget que tu veux mettre en œuvre pour toutes les choses que tu as prévues, vous voyez bien qu'on n'est pas dans de la complexité, sachant que quand on vous le demande au moment où vous en savez le moins. Donc il y a une certaine incohérence dans ce domaine-là. Ce qui ne veut pas dire que c'est bien ou mal, mais c'est de comprendre en fait qu'on n'est pas du tout dans le même genre de fonctionnement. Et du coup, on préférera amener les sujets aux équipes plutôt que l'inverse. Pour quelle raison ? Aucune idée ? Ça vous parle ou pas ? Amener les sujets aux équipes plutôt que l'inverse. Ça veut dire que vous avez des équipes, et c'est à ces équipes que vous amenez les sujets, plutôt que construire une équipe par rapport à un sujet.
Ce qui est habituellement ce qui se fait d'ailleurs. Vous faites la différence? En gros, c'est ce qu'on met derrière équipe produit, hein, derrière. C'est juste que le principe lui-même, c'est que pourquoi est-ce qu'on veut faire ça? Parce que si vous amenez des sujets aux équipes, au moins, vous avez quelque chose qui est stable et que vous connaissez. Si en même temps, vous créez un collectif pour un nouveau sujet, vous avez à la fois l'inconnu du sujet et à la fois l'inconnu de la construction de l'équipe. Voilà. Mais bon, des fois, il y en a qui aiment bien se challenger. Objectif, restons simples. Quelques questions à se poser quand même lorsqu'on veut se transformer. Pourquoi est-ce qu'on veut changer? Ça serait quand même bien de se poser la question. Quelles sont les raisons qui nous amènent à changer? Pourquoi est-ce qu'on veut changer? Est-ce qu'il y a quelque chose au bout qui nous amènerait à nous dire « ça c'est OK » et surtout, ça ressemblera à quoi? Quand on sera arrivé, ça ressemblera à quoi? Comment est-ce que je le vivrai? Mon quotidien, il changera comment? À quelle douleur j'aurais répondu? C'est une des raisons pour lesquelles, en tout cas, je considère que les OKR ont beaucoup d'intérêt. Mais en vrai, au-delà de OKR et de tout ce qui vient derrière, c'est qu'on se pose enfin la question de, en fait, on fait ça pourquoi? Et à quoi ça ressemble? N'oubliez pas que l'agilité, c'est un chemin et pas une destination. Ce qui veut dire que faire une transformation agile, ça n'a aucun sens. OK? C'est mon avis, en tout cas. Mais par rapport à ça, comprenez qu'une transformation est faite pour répondre à quelque chose. Sinon, c'est pour ça que parfois on vous demande, mais du coup, c'est quoi les indicateurs? Parce que si je ne sais pas ce que je veux transformer, forcément, je ne sais pas quoi mesurer. Il y a un problème souvent ailleurs. Quelques bases au niveau du changement, soyons rapides. Il existe 2 modes d'apprentissage qui viennent d'un bouquin de Daniel Kahneman qui s'appelle Thinking Fast and Slow. On va essayer d'aller assez rapidement sur ça. Vous avez le système 1 qui est celui qui est plutôt rapide et automatique et qui se fait par l'expérience. C'est notre apprentissage du geste. C'est quelque chose qui est facilement reproductible. C'est pour ça qu'il est rapide. Donc c'est basé sur notre perception sensorielle, nos automatismes, donc c'est plutôt rapide. Et vous avez le système 2 qui, grosso modo, est celui que l'on a la plupart du temps dans les formations. On essaie d'apprendre par la théorie, on fait des chemins logiques, et peut-être qu'un jour, on réussira à mettre en œuvre. Mais il faut quand même un laps de temps de mise en œuvre. Et en vrai, le système 2, on aimerait bien l'avoir, et ça marcherait bien si on était des robots. Parce que du coup, il y aurait juste à downloader les choses. D'ailleurs, c'est vachement intéressant parce que dans la manière dont on formule les choses, on dit on va déployer les méthodes agiles, comme si en fait on était des logiciels. C'est juste que malheureusement, quand on parle de changement, il y a des gens et d'autres énergumènes, je dirais. Mais entre les deux, ce qu'il faut comprendre, c'est que un changement, c'est vécu beaucoup plus émotionnellement que logiquement. Ce qui fait que ce n'est pas parce que vous avez les bons arguments que ça va se passer plus comme vous le souhaitez. Il faut bien garder en tête que c'est émotionnel au départ. Et donc, c'est humain. Donc, c'est imprévisible. Et donc, de cette manière, vous avez différentes approches pour changer. La première, celle qui est toute belle, toute nette, qu'on peut appeler le Big Bang. Mais sur le papier, c'est très beau. Et souvent, en fait, on fait des très beaux posters avec ça. D'accord ? Ça donne une clarté d'esprit. C'est souvent la réorg structurelle. On vous dit, voilà, on va transformer, et donc du coup, on va changer les boîtes. Et on va changer les étiquettes. C'est souvent ça, on se dit, on va faire une transformation, je fais ça, je change. C'est comme si vous changiez les murs. OK ? Maintenant, vous n'allez plus avoir des bureaux individuels, vous allez avoir du flex office, et ça va tout changer. Ça vous parle ou pas? Je ne sais pas si ici vous faites ça aussi. Ouais. L'illusion est belle. En tout cas, Big Bang, première approche. Deuxième approche, incrémentale. Incrémentale qui, grosso modo, est une évolution organique. Comment est-ce que je pars des racines et comment est-ce que j'apprécie ce que je peux faire évoluer? Et donc, je vous en parle parce qu'il y a quand même des intérêts et des inconvénients des deux côtés. Il y a quand même des avantages à faire du Big Bang. C'est assez rapide à mettre en œuvre. Parce que du coup, on a un plan, il n'y a plus qu'à déployer. Du jour au lendemain, vos équipes vont s'appeler des squads. Vous allez plus vous appeler des chefs de projet, vous allez devenir des Scrum Masters.
et les managers deviendront, j'en sais rien, des product managers. Rapide, hein? Du jour au lendemain. C'est clair, c'est simple. Il y a une sorte d'effet d'impact. D'accord? Parce que du coup, maintenant, je peux dire que je suis product manager ou responsable de tribu. Il me manque juste la petite... Mais voilà, il y a quelque chose qui a changé. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a changé. Et c'est rassurant, parce que je peux en parler. J'ai des nouveaux mots, j'ai quelque chose qui fait que ça a changé. Problème derrière, c'est qu'en vrai, il y a un risque qui est extrêmement élevé. Quand je change tout, il y a trop de variables en jeu, complexité. Donc je ne sais pas s'il n'y a pas des effets de bord. Naturellement, c'est là qu'on va appeler la résistance au changement. Pourquoi? Parce que les gens ne sont pas des robots et qu'il y a autre chose qui se joue derrière. Il y a des coûts initiaux élevés parce que oui, c'est rapide pour la mise en œuvre, mais ça a été préparé pendant 6 mois avant, pendant d'autres gens. Par d'autres gens souvent qui ne vont pas rester quand ils vont vous télécharger le logiciel. Et donc, du coup, eux, ils sont tranquilles, hein, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Et si vous le mettez mal en œuvre, c'est votre faute, c'est parce que vous n'avez pas bien compris le plan. Ça vous parle ou pas? Et il peut y avoir une interruption d'activité, parce que forcément, s'il y a changement structurel, il faut arrêter un peu les machines et puis changer les trucs. Voilà, c'est un peu les avantages et les inconvénients que je peux vous partager. Il y en a d'autres, bien sûr. L'autre approche, c'est l'incrémental. Évolution organique, il y a des avantages. Les avantages, c'est qu'il y a moins de risques, parce qu'on change moins de trucs. Donc au pire, si on se trompe, il y a moins de problèmes. C'est plus adaptable, parce que du coup, je fais moins de modifications. Il y a un engagement des employés, parce que je pars de là où je suis pour faire un pas. Donc du coup, je vais poser les questions aux personnes. Vu que je ne fais pas beaucoup de mouvements, autant qu'on fasse le mouvement, qui fasse sens aux gens. Et il y a moins d'interruptions, parce que s'il y a un tout petit changement, c'est beaucoup plus facile de continuer à courir. Il y a quand même quelques inconvénients. Le temps de mise en œuvre est plus long, naturellement. Pourquoi? Parce que finalement, une transformation, quand on réfléchit comme ça en incrémental, ça finit quand? Jamais. Donc effectivement, c'est plus long. Mais quand on fait une transformation en mode Big Bang, on a cette impression que ça commence et que ça finit. Et donc c'est une des illusions qui peuvent arriver. Il y a une certaine complexité de gestion parce que, vous voyez cet arbre, vous avez plein de... Je ne suis pas très bon en végétaux. Il y a plein de branches. Parfois parce qu'il y a des petites initiatives qu'on peut faire à gauche à droite. Il n'y a pas forcément d'uniformisation derrière ça. Mais parce que justement, à certains endroits, il y a des besoins qui sont différents. Donc il peut y avoir une complexité de gestion. Et donc une vision fragmentée de ce qui est vraiment en train de se passer. Donc il y a quand même des inconvénients de ce côté-là. Mais s'il y avait un choix entre les deux, je pense qu'il n'y aura pas trop de surprises. Pour ma part, en tout cas, je préférerais celle-là. Pourquoi? Parce que on va gérer les risques en faisant ça. On va s'adapter et on va être plus flexible. On va engager les gens à l'intérieur et on va pouvoir continuer et apprendre au fur et à mesure. Et bizarrement, quand je vois les 4 éléments-là, j'ai l'impression que c'est ce qu'on dit qu'on veut faire quand on fait de l'agilité. Alors que l'autre est totalement l'inverse. Ce qui est intéressant, parce qu'on fait souvent l'inverse. Il y a souvent un paradoxe entre notre illusion de ce qui nous paraît être bien et finalement une réalité qui est plus difficile parce que plus inconnue et plus liée à la gestion de l'humain et du changement. Ça va jusque-là? Maintenant qu'on a dit tout ça, on est content. Mais comment on fait en vrai? On va voir une manière de faire. Au départ, rappelons-nous que quand on fait quelque chose, il y a un client. Et le client, il nous dit « j'ai besoin de ça ». Et du coup, j'espère avoir ça. Ça va jusque-là? Donc déjà, le plus dur à cet endroit, c'est qui le client? Mais quand on a dépassé ça, et donc ce qui nous intéresse, c'est est-ce que le service qu'on rend, il fonctionne? Du coup, si le service il fonctionne aujourd'hui, pourquoi changer? Peut-être que dans une transformation, ce qui est intéressant, c'est déjà savoir pourquoi est-ce que ça vaut le coup de ne pas changer maintenant à cet endroit-là, plutôt que de changer pour changer. Et puis si ça ne marche pas, là, commençons à investiguer. Si je ne sais pas pourquoi je veux changer, comment est-ce que vous voulez engager les gens? C'est assez simple.
bah, on va chercher à cet endroit-là. On va se dire, OK, mais du coup, il veut quoi? Et comment est-ce qu'on peut améliorer notre capacité à lui apporter son service? Et donc moi, ce que je vous propose, c'est de commencer simplement par comprendre c'est quoi le problème. Comprendre les sources d'insatisfaction. Donc on va demander au client. Est-ce que, par exemple, ce sont des problèmes de qualité, des problèmes de délai? Est-ce que c'est des problèmes d'expérience? Et quand on lui pose la question, c'est bien, parce qu'on va savoir c'est qui le client. Parce que c'est lui qui va nous dire ce qui a de la valeur. C'est pas nous. Même si ça nous arrangerait bien, parce que le client, il sait jamais ce qu'il veut. Mais c'est peut-être ça le sujet, en vrai. Et en fait, en discutant avec lui, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne cette capacité à savoir ce qui a de la valeur pour lui, mais surtout, ça nous donne des objectifs business. Simplement en posant la question. Qu'est-ce qui fait qu'on fait ça? Ça me donne des objectifs. Ah ouais, quand même. Il me reste 15 minutes, j'ai fait un quart. Très bien. Comprendre les sources d'insatisfaction de l'équipe. Je suis trop à l'aise. On va poser la question, est-ce que vous avez des problèmes d'efficacité? Est-ce que vous avez des problèmes de blocage? Est-ce que vous avez des problèmes de tension, par exemple? Juste de leur poser la question, qu'est-ce que ça change? Simplement que les gens ils se sentent valorisés. Et en fait, ça change tout. Je suis allé dans une mission un jour, premier jour de ma mission, et je suis allé voir une personne, plateau de 20 personnes, développeurs, etc. Et je lui ai dit, tu en penses quoi de la manière dont vous faites, je ne sais plus quoi? Première réaction, ça fait 2 ans que je suis là, c'est la première fois qu'on me pose une question. Étonnant quand même. Donc ça paraît évident, et voilà, j'ai l'impression que ce n'est pas évident pour tout le monde. Et en fait, quand on a ça, ce qui est intéressant, c'est que ça nous donne des objectifs de moyens. Voilà, on est moins efficace sur notre service, mais par contre, on sait ce qu'on veut faire. Donc voilà, on a différents objectifs qui vont apporter à la fois aux clients, mais à la fois aussi aux gens qui font. C'est comme ça qu'on valorise les gens, et c'est comme ça qu'on limite ce qu'on appelle résistance au changement, qui n'a pas vraiment de sens, parce qu'en fait, on résiste à quelque chose qui ne nous apporte rien. Et du coup, quand on comprend les sources d'insatisfaction, qu'est-ce qui se passe? On donne du sens, on donne de la motivation, et une clarté des objectifs, et on engage les personnes. On a juste posé quelques questions. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? On va étudier le système, et on va analyser un peu comment ça marche. Et ce qui est intéressant, on va juste voir qu'est-ce qui rentre, comment est-ce qu'on fait le service aujourd'hui, qu'est-ce qui sort. Et du coup, ce qui rentre, on peut regarder la fréquence d'arrivée du travail, on peut regarder les types de demandes, on peut regarder les différentes sources. Ce qui sort, on peut regarder combien il y en a qui sortent, par exemple. Il n'y a pas énormément de choses à faire. Et puis ensuite, le processus, souvent, on aime bien le découper en étapes. J'ai tout donné dans l'animation, comme vous pouvez le voir. Voilà. On passe d'une étape à l'autre, 2, 3, 4, 5, voilà. Généralement, on aime bien modéliser le système. Ça ressemble à ça, parce que du coup, on commence à matérialiser. On voit qu'il y a une entrée du système, on voit qu'il y a des étapes intermédiaires, et on voit qu'il y a des étapes de transition. Ça nous permet de mieux comprendre ce qui est en train de se passer. Et généralement, il y a une fin. Et ce qui est intéressant, ce serait d'écrire les règles du système. Ça marche comment? Plutôt que de le voir simplement, comment est-ce qu'on l'écrit? Parce que quand on l'écrit, ça explicite les choses. Du coup, on est tous d'accord. Donc du coup, étudier le système, c'est ça. On peut juste faire ça. Mais du coup, est-ce qu'il ne manquerait pas quelque chose? Question que vous vous êtes posée, bien évidemment, dans tout ça. Il y a des flèches, là, parce que vous avez vu que j'ai tout donné, hein. Donc là, dans l'animation, tout est utile. Impressionné, hein, n'est-ce pas? Les moments de rencontre. Quand est-ce qu'on se voit? Ce qui est intéressant, c'est de savoir quand est-ce qu'on réapprovisionne, quand est-ce qu'on fait rentrer des choses. Comment est-ce qu'on gère la synchronisation pendant que le service est donné? Et puis, quand est-ce qu'on livre? Du coup, quand on fait ça, on a une compréhension partagée et explicite du système actuel, et on sait d'où on part. OK? 3, améliorer le système. On va créer l'espace pour l'amélioration. Et c'est assez simple. On crée un événement. Par exemple, on se dit, ça serait bien qu'on s'améliore. Et du coup, on fait rentrer quoi dedans? La compréhension qu'on a du système, des inspirations du marché et des bases théoriques du changement, parce que c'est intéressant de se dire, peut-être que ça vaudrait le coup de faire comme ça plutôt que comme ça. Et en sortie, on veut quoi? Des expérimentations pour faire mieux, et une date suivante, parce qu'on les connaît toutes,
ces expérimentations où en fait on fait un truc mais on ne sait jamais trop ce qui s'y passe. D'accord? Une contrainte. Et donc quand on fait ça, on va commencer à équilibrer le système parce qu'on commence à voir des choses à améliorer. Et donc, par exemple, on sait par exemple que d'avoir une colonne en cours et terminée sur les étapes, c'est cool, parce que c'est quelque chose qu'on appelle le flux tiré. On sait que mettre des limites, c'est sympa, donc on va mettre des limites, par exemple, sur les étapes intermédiaires. Et du coup, on écrit les règles. On ne fait qu'un petit pas, mais on sait que c'est cool, donc on le fait. Donc quand on améliore comme ça, on lance une dynamique pas à pas. On fait des petites choses, mais chaque chose a du sens. Donc c'est beaucoup plus facile à intégrer. Et on a une progression consciente vers les objectifs qu'on a définis, à la fois business et à la fois de moyens. Du coup, si je devais conclure, ce n'est pas la conclusion finale, hein. Je vais juste vous les mettre comme ça, mais en gros, c'est ce que j'ai dit. Comme ça, si vous récupérez les slides, vous aurez juste cette slide à regarder. Ok ? Voilà, 3 étapes. Comprendre les sources d'insatisfaction, étudier le système, améliorer le système. En vrai, on n'a besoin que de faire ça. Mais peut-être que vous posez une question. Il n'y a pas un truc qui manque ? Tu as tout à fait raison, mais j'attendais une autre question. Je te répondrai après. Il n'y a pas un truc qui vous choque là ? Il y a un truc dont je n'ai pas parlé, alors qu'en fait, c'est peut-être le sujet dont on parle tout le temps. Quand vous changez, quand on vous dit, voilà, je vais lancer une initiative, c'est quoi les premiers ateliers que vous faites ? Non, soyons honnêtes. Vous êtes beaucoup trop politiquement correct ici. Hein. Il n'y a pas la question de c'est qui le PO ? C'est qui le Scrum Master ? Changement des rôles ? Parce que je n'ai pas parlé de rôle là du coup. Mais ce qui est intéressant, c'est vrai qu'en fait c'est juste après, mais c'est pas grave. C'était juste pour vous dire que du coup, les rôles, j'en parle juste après. En ayant fait juste là ce que je vous propose, qu'est-ce qui a changé ? On a utilisé le processus pour mieux comprendre aujourd'hui comment on interagit. Et quand on fait ça, on sait ce que l'on fait, on sait pourquoi on le fait, et on s'adapte en continu, selon nos capacités et les besoins clients, sans tout casser. On n'a fait que ça. Mais du coup, les questions que l'on a posées, le processus a été une manière de comprendre comment on interagit et ce qui fait potentiellement qu'on a les problèmes que l'on a. Ce qui veut dire qu'on n'a pas tout changé là encore. On a essayé juste de comprendre. Donc de ne pas partir trop vite est une manière de ne pas tout casser. Et vu que vous m'avez posé la question, bien évidemment, et les rôles, on ne les change pas, pas besoin au début. Pourquoi ? Parce que le principe 1, il nous dit focalisons-nous sur le client. Faisons ça. On a les objectifs business. L'environnement propice, on commence à comprendre et on explicite les règles. Donc justement, les interactions peuvent arriver là. On peut savoir qu'est-ce qui fait que ça marche, qu'est-ce qui fait que ça marche moins bien. On crée un environnement propice aux interactions. Et la simplicité, pourquoi tout changer si ça marche ? On change doucement. Donc c'était le message de vous dire, on peut travailler sur le processus pour aider les individus et les interactions. C'est ce qu'on cherche à faire, mais c'est comprendre le processus plutôt que de créer un nouveau processus. Première étape. Maintenant, on arrive à l'étape que vous attendiez toutes et tous. On se dit qu'on doit passer à l'échelle. Et passer à l'échelle, juste avant ça, c'est vraiment 10 minutes ou c'est juste que tu as posé sur ton... Ok. 8 minutes, très bien. Passer à l'échelle. Alors, avant d'aborder ce sujet-là, je pensais important quand même de vous dire qu'il y a une légitimité de passer à l'échelle. D'accord ? Au-delà de ce qu'on en pense, il y a un besoin derrière. Et le besoin principal, en tout cas que j'ai pu voir, c'est d'avoir une cohérence d'ensemble. Si vous avez plein de branches qui partent à gauche à droite, c'est important d'avoir une vision d'ensemble. Sinon, je ne sais plus ce qui se passe. Et donc, souvent, on a besoin de 2 aspects. Un aspect de synchronisation. Comment est-ce qu'on se synchronise dans cette cohérence d'ensemble ? Et comment est-ce qu'on s'aligne ? Comment est-ce qu'on va dans la même direction ? Et comment est-ce qu'on se synchronise ? Donc, ce sont les 2 thèmes qui, moi, me paraissent importants à adresser. Ce qui ne veut pas dire que tout le monde doit se synchroniser en même temps et que tout le monde doit être aligné en même temps sur le même sujet. D'accord ? Mais il faut au moins qu'il y ait ces 2 sujets-là.
Et gardez en tête que quand on passe à l'échelle, plus il y a de personnes, plus il y a de dépendance. Gardez juste la phrase en tête pour les personnes qui ont des programmes board. Plus il y a d'imprévus. Okay, gardez bien que quand on fait de l'agilité à l'échelle, il y a tout ça à prendre en compte. Qu'est-ce qu'on peut faire? On va faire pareil. On peut faire exactement la même chose que ce que je vous ai décrit avant. Vous voyez toutes les équipes qui tournent? J'ai tout donné, hein. Guy fait tout. Vous voyez que ça bouge, hein? Ah oui, ça bouge. Ouais, super. Donc, vous avez des équipes qui tournent. En fait, on va essayer de voir, est-ce qu'il y a quelque chose qui les connecte? En fait, on va essayer de visualiser l'ensemble. Parce qu'en fait, une organisation, c'est un ensemble d'équipes qui sont connectées les unes avec les autres. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? On va faire pareil que tout à l'heure. On va visualiser les services, d'accord? Le service rendu. Et quand on fait ça, par exemple, si je prends A, B, C, D, je pourrais avoir dans une équipe A un tableau qui ressemble à ça. Qu'est-ce que je fais pour B? Qu'est-ce que je fais pour D? Qu'est-ce que je fais pour C? C'est quoi le service que je rends? Pas plus compliqué que ça. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'un service, ça peut être ça aussi. C'est pour ça que la question du client est importante. À partir de quand j'ai quelqu'un qui peut me dire qu'il y a de la valeur? Du coup, je pourrais juste avoir un tableau comme ça. Niveau service, en fait. C'est clair ou pas, comment ça fonctionne, ça? C'est un tableau qui me permet de voir que le service transite au travers de plusieurs équipes. Mais pour ça, il faut arrêter de créer des projets par équipe. D'accord? Donc vous voyez qu'en fait, la manière dont on fonctionne, des fois qu'on se structure par les outils, nous empêche de faire un truc qui est aussi simple que ça, en vrai. L'intérêt d'avoir ça, c'est de créer exactement ce que l'on fait dans une équipe. C'est un objectif commun. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on fait de l'agilité à l'échelle? Problématique que moi je vois le plus régulièrement dans les équipes, c'est j'ai besoin de quelque chose de ta part, rien à foutre, j'ai autre chose à faire. Mais j'en ai quand même besoin. Mais on n'a pas le même objectif. Quand on a ça, on a le même objectif. Ok? Donc la difficulté en fait de créer un collectif pour changer. Pourquoi? Simplement pour satisfaire le client. Là c'est quoi? C'est 5, 3, 4? 4. Large. Gérer les dépendances et granularité. Très simplement, comment est-ce qu'on fait? C'est simplement on fait des niveaux de granularité sur de la visualisation. Et donc, si par exemple, pour répondre à quelque chose, il me manque un élément, comment est-ce que je suis cet élément-là pour simplement remonter et sortir? Donc j'ai un niveau 1, un niveau 2, des niveaux de granularité simplement pour faire transiter. Mais si je vois tout ça, c'est facile à gérer. Mais je n'ai besoin que de ça. Et donc il y a 3 dimensions intéressantes à avoir en tête. Je passe assez rapidement, c'est juste pour que vous ayez l'idée. Pour passer à l'échelle, ce qui est intéressant, c'est de voir large, de bout en bout. Ce qui est intéressant, parce que quand on parle d'agilité aujourd'hui, on a l'impression que l'innovation, c'est d'aller parler au métier. C'est quand même incroyable. Alors que vous regardez qu'un des principes agiles qui date de 2000 quand même, vous vous rappelez qu'il y en a un qui disent on se parle tout le temps? Il y a qui dedans? Vous vous rappelez ou pas? Il y a les utilisateurs dedans. Hein, d'accord? Et pourtant, on a oublié ça. Alors que ça existe déjà depuis longtemps. Donc c'est quand même dingue de se dire qu'aujourd'hui, l'innovation, c'est d'aller voir les métiers. On a loupé quelque chose. Donc la largeur est importante. Donc développer le flux de valeur en amont et en aval. Bien sûr, il y a la hauteur, les granularités. Et bien évidemment, il y a la profondeur. Comment est-ce qu'on travaille, comme je vous le décrivais tout à l'heure, le réseau d'éléments qui sont en dépendance. Donc en fait, on a juste à visualiser des choses et faire transiter les éléments. Mais en vrai, on n'a pas besoin de tellement de plus de choses que ça. Et donc vous allez me poser la même question, mais il ne manquerait pas quelque chose? Et bien sûr, les moments de rencontre, parce que quand même, on parle des gens. Oui, on va faire pareil. Imaginons qu'on a une équipe. L'équipe A, l'équipe C, l'équipe E, l'équipe F, que je vous avais décrit tout à l'heure. Par exemple, comme on aime bien le faire, c'est pas du tout visible sur mon écran. Ah, c'est bien pour vous. Très bien. Niveau équipe, qu'est-ce qu'on fait? On va se dire, quand est-ce qu'on fait rentrer les choses? Et par exemple, on fait ça toutes les semaines. Très bien.
Ensuite, on va synchroniser tous les jours. Et puis ensuite, on va livrer, par exemple, toutes les 2 semaines. Et on va s'adapter toutes les 4. Ça va? C'est juste des moments de rencontre avec un objectif. En fait, ce qu'on pourrait faire, donc ça, c'est une granularité plus petite, on pourrait le faire niveau service aussi. A plus C plus E plus F. Parce qu'ensemble, on livre quelque chose à un client. Et ça n'a de sens que lorsqu'on passe par toutes les équipes. On peut faire pareil. C'est juste qu'on va réapprovisionner toutes les 2 semaines, une synchro toutes les semaines, une livraison toutes les 4 semaines, et adapter toutes les 12 semaines. Pas tellement besoin de faire plus en vrai. C'est une granularité qui est plus grosse, c'est tout. La seule contrainte, il faut savoir qui est-ce qu'on a envie d'inviter. Ce qui veut dire en fait que plus de légèreté, plus de simplicité, ça veut dire plus de responsabilité. Mais comme un grand sachant que l'on connaît nous dit, avec de grandes responsabilités, viennent de... Non, c'est l'inverse d'ailleurs. Avec de grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités. J'avais presque réussi la phrase. Dommage. Pour conclure, je vous remets les différents éléments. En vrai, si on voulait faire de l'agilité à l'échelle, simplement visualiser les services. Parce que quand vous visualisez les services, qu'est-ce que vous faites? Vous voyez, vous agissez et vous apprenez ensemble. Et vous avez un collectif qui est aligné sur la situation réelle. Deuxième chose, vous gérez les dépendances et les granularités. Quand vous faites ça, bien évidemment, vous avez une synchronisation qui est facilitée, les délais qui sont limités, parce qu'en réalité, ce qui est important n'est pas de créer des équipes pluridisciplinaires, c'est de nous assurer que quand je fais passer le relais, il y a le moins d'attente possible. Ce qui est intéressant, parce qu'on a toujours l'impression qu'il faut des équipes pluridisciplinaires, mais en vrai, non. Si vous avez une équipe pluridisciplinaire, mais que les gens, il se passe un truc et que finalement, il y a une semaine qui passe entre les demandes, ça change strictement rien. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est avoir des décisions au bon niveau avec les bonnes personnes. Et enfin, équilibrer et adapter le système, c'est ce qui nous donne cette agilité, notre capacité à faire différemment. Ça nous donne une fluidité de l'organisation, on progresse de manière consciente vers des objectifs définis, et généralement, on est content. Et j'ai encore oublié de parler des rôles, là. Parce qu'en vrai, est-ce qu'on en a vraiment besoin, là? Non. Pourquoi? Parce que peut-être que lorsqu'on va faire ça, on va se rendre compte qu'on a un besoin émergent d'avoir une personne qui fait quelque chose. Le fameux chef, peut-être, qui a aidé à construire l'arbre, tout à l'heure avec les stickers. Peut-être, s'il émerge, qu'il prenne ce rôle. Mais pourquoi est-ce que je vais imposer à quelqu'un un titre alors qu'en fait j'ai besoin de faire ça? Peut-être pas. Et quand on fait ça, je vous propose quelques conseils pour terminer, pour ne pas trop dépasser. 1. Comprenez votre système actuel et définissez clairement vos objectifs. Ça paraît bateau, mais c'est vraiment fondamental. Deuxième aspect, écoutez et engagez pleinement les personnes dans votre initiative. C'est simplement leur poser des questions. Et ça ne veut pas dire leur envoyer un questionnaire. C'est aller parler aux gens. Parce qu'envoyer un questionnaire, c'est très bien. Vous avez de grandes chances que les gens ne répondent pas. C'est très bien. Mais vous n'aurez pas les vraies informations. 3. Privilégiez l'inspiration à l'injonction. Commencez petit. Soyez ambitieux, bien sûr. Mais apprenez sur le chemin. Parce que si vous vous trompez, au moins, vous aurez l'occasion de pouvoir vous retourner. Et 4e, passez à l'échelle pas à pas, en restant le plus simple possible. Parce que c'est en restant le plus simple possible que vous réussirez à garder ce qui est vraiment important pour vous et ce qui a de la valeur. Et je l'espère qu'avec ça, vous réussirez à avoir un truc qui tourne. Merci beaucoup.